Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je prends la parole quelques minutes pour essayer ensemble de poser le cadre par rapport à notre thématique en revenant sur les enjeux et les points d'attention par rapport au portage politique et institutionnel. Peut-être commencer en fait par vous faire un petit retour d'expérience en fait, parce que vous le savez, on a été amené à travailler avec beaucoup d'employeurs publics autour de la mise en œuvre, l'élaboration ou l'évaluation de leur politique handicap, que ce soit dans le cadre d'un conventionnement ou non. Et en fait, s'il y a bien une constante qu'on a pu observer, c'est que dès lors où il y a un portage politique et ou institutionnel, euh, on a en fait un effet assez important sur le degré de mise en œuvre de la politique handicap. Et à l'inverse, lorsque ce portage politique ou institutionnel est relativement peu important, lorsque c'est essentiellement les services opérationnels qui portent et impulsent des actions en faveur du handicap au travail, il y a toujours une problématique de dynamique ou en tout cas de pérennisation des actions qui sont engagées. Euh, donc, c'est un premier constat qu'on peut faire, hein, qui est le fruit effectivement de notre expérience de terrain. Ce portage institutionnel, ce portage politique, il est vraiment indispensable pour assurer le bon déploiement des différentes actions qui sont prévues dans le cadre de la politique handicap qui est portée par l'employeur. Alors, on va souvent distinguer portage institutionnel qui va être le cas sur l'ensemble des trois fonctions publiques et le portage politique qui va plutôt évidemment être celui de la fonction publique territoriale où évidemment à la place des élus du fait de leur organisation et de leur mode de fonctionnement est beaucoup plus marqué. Et ce portage institutionnel et politique, qu'est-ce qu'il permet? Ben, tout d'abord, effectivement, il permet un engagement de la collectivité ou de l'établissement sur le sujet du handicap. Il y a souvent une commande euh, politique, institutionnelle de la part de ces acteurs-là pour que la collectivité ou l'établissement s'engage sur le sujet du handicap au travail. Et c'est cette commande qui, derrière, fait que les différents services opérationnels se mettent en ordre de marche pour pouvoir monter un plan stratégique et mettre en place un certain nombre d'actions. On a également besoin finalement de cette impulsion stratégique, bah, d'abord pour définir les grands axes de la politique handicap, pour que derrière, il puisse y avoir une déclinaison opérationnelle. Mais cette impulsion stratégique, elle doit aussi permettre, en fait, d'une part, de faire du lien entre les différentes politiques de santé au travail, pour qu'il y ait un petit peu d'articulation entre les sujets de prévention des risques professionnels, handicap au travail, risques psychosociaux, etc. Enfin bref, pour qu'il y ait en gros une stratégie un peu globale sur le sujet de la santé au travail. Et elle doit se traduire aussi par l'identification de moyens dédiés, c'est-à-dire en gros avoir un bout ou un ETP de référent handicap, d'avoir des moyens qui sont dédiés pour aménager des postes de travail, pour accompagner les reclassements, pour mettre en place des actions de communication et de sensibilisation. Sans ce portage L'ordinateur, politique, c'est fait. sans ce portage politique et institutionnel, Alors, je vois vraiment, animateur du groupe. il est très compliqué, merci Anne-Sophie, il est très compliqué effectivement derrière de bénéficier en fait de moyens. Et donc en fait, je dirais que c'est un peu la clé de voûte, évidemment, hein, cette question des moyens. Dès lors où on a un portage politique institutionnel, on a derrière la possibilité d'avoir des moyens qui vont permettre de mettre en place des actions ambitieuses ou en tout cas cohérentes par rapport aux besoins des agents. Et puis, ce portage institutionnel et politique, il permet aussi finalement d'avoir une logique de suivi à la fois stratégique, à la fois opérationnel au long cours. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans quelque chose de ponctuel, mais on s'inscrit bien dans une certaine continuité d'un plan pluriannuel, d'une stratégie politique qui suit généralement un mandat ou qui suit un plan à l'échelle de l'établissement sur plusieurs années. Et donc, bien souvent, la mise en place d'une politique RH consacrée au sujet du handicap, ben, ça va être un peu le fruit, la rencontre en fait entre une volonté d'élus et d'une équipe de direction, et puis derrière des services qui sont effectivement chargés de mettre en œuvre de manière opérationnelle cette fameuse politique handicap. Donc, ce portage, il est évidemment essentiel. Donc, on est sur une logique aussi de consensus, hein, évidemment, entre l'équipe de direction et l'équipe opérationnelle qui derrière sera chargée de mettre en œuvre cette politique handicap. Et cette articulation, ce consensus, il doit en fait permettre plusieurs choses. D'abord, il doit permettre de poser une stratégie sur le long terme, de définir des axes, de définir des objectifs, de définir des moyens, des indicateurs de suivi, une répartition des tâches, un rétro-planning. Bref, d'avoir un peu une vision globale sur plusieurs années de ce qu'est le sujet du handicap au sein de l'établissement ou au sein de la collectivité et d'engager quelque chose sur plusieurs années. Et sans ce portage institutionnel, sans ce portage politique, c'est difficile en fait de s'inscrire dans le moyen ou dans le long terme.
Ça doit aussi permettre d'organiser la politique handicap un peu en mode projet, c'est-à-dire en gros de sortir de la logique de gestion un petit peu ponctuelle, ce qui est souvent le cas hein, quand on n'a pas vraiment de stratégie un petit peu définie, on est finalement sur l'accompagnement un peu au cas par cas. Il y a un besoin d'agent qui est repéré, hop, on essaye d'y apporter dans la mesure du possible et en fonction des compétences disponibles en interne une réponse. Quand on est sur un plan un peu pluriannuel, avec une stratégie un peu plus ambitieuse qui a été partagée entre les équipes, et les élus, évidemment, là, on est sur quelque chose qui s'inscrit davantage dans le long terme. Et on est moins dans cette gestion un petit peu ponctuelle. Et donc, on est moins dans cette gestion des situations individuelles au fil de l'eau. Et puis, surtout, c'est ce qu'on disait à l'instant, quand on a un portage institutionnel, quand on a un portage politique, derrière, ça permet de structurer les choses. Donc, ça permet d'avoir un plan d'action, ça permet d'avoir une convention FIPHFP, ça permet de faire de l'articulation entre l'ensemble des politiques RH qui ont trait à la question de la santé au travail, les RPS, la QVT, la prévention des risques professionnels, etc., etc. Donc vraiment, on voit que ce portage institutionnel, politique, c'est un petit peu la clé de voûte quand même de la politique handicap. Et à nouveau, très compliqué finalement de faire sans. Et puis, peut-être une dernière chose autour de cette logique un petit peu de clé de voûte, c'est que le fait d'avoir un portage institutionnel et politique, en fait, ça doit permettre de dépasser la seule question du maintien en emploi. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, en fait, quand on a des établissements ou des collectivités qui, en fait, s'appuient essentiellement sur un volontarisme des équipes RH, des équipes de santé au travail, etc., sans avoir derrière d'appui institutionnel ou stratégique, ou en tout cas sans que ce dernier soit très marqué, en fait, on concentre les actions sur le volet du maintien en emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on va être surtout sur, on repère des agents qui rencontrent des problématiques de santé, et derrière, les équipes font autant que possible, évidemment, le nécessaire pour pouvoir trouver des solutions d'aménagement, de compensation, voire de mobilité pour raison de santé, si la personne n'est plus en mesure de tenir son poste de travail. Et donc, en fait, on concentre finalement l'énergie à la question du maintien dans l'emploi, qui est la question effectivement un peu prioritaire pour l'ensemble des employeurs publics. Quand on a une politique handicap qui est bien déterminée, quand on a un portage politique, stratégique, etc., il y a finalement un peu un engagement d'établissement, il y a un engagement de collectivité qui finalement permet de dépasser le seul cadre du maintien en emploi. Ça permet d'avoir des objectifs en matière de recrutement et d'insertion de personnes en situation de handicap, notamment quand on va sur un conventionnement avec le FIPHFP, puisque vous savez que ça fait partie notamment des engagements un peu mutuels et des engagements établissements-collectivités pour conventionner avec le FIPHFP. Ça permet d'aller sur des politiques de communication, de sensibilisation, de formation qui doivent permettre la montée en compétences et individuelle et collective pardon, des collaborateurs. Et ça permet aussi d'aller sur des sujets tels que le recours au secteur adapté ou protégé, les ESAT et les entreprises adaptées notamment. C'est-à-dire, ça permet aussi d'engager la commande publique pour que cette dernière soit la plus handi-responsable possible. Ce dernier exemple, qui est celui de la sous-traitance, du recours au secteur adapté et protégé, c'est très rare qu'il y ait un volontarisme opérationnel de la part des équipes sans que derrière, ce soit un objectif qui soit vraiment fixé par une commande politique ou institutionnelle. Donc, vous voyez, le fait d'avoir ce fameux portage politique institutionnel, ça permet en fait de dépasser le cadre du sujet du maintien d'emploi et en fait, ça permet d'avoir une politique handicap qui soit un peu globale, finalement, qui dépasse le sujet du maintien en emploi et qui permet d'aller un petit peu plus loin. Donc, on le voit, ce fameux portage, c'est vraiment la clé de voûte de la politique handicap. Et vous en échangerez sans doute tout à l'heure dans le cadre des ateliers. Peut-être que certains d'entre vous peinent justement à recourir à un engagement réel, et au-delà d'ailleurs d'un engagement un peu de façade ou d'affichage la part de leurs acteurs politiques ou institutionnels. Derrière, c'est compliqué à mettre en œuvre et j'imagine que vous pourrez en échanger tout à l'heure. Alors après, la question, c'est comment en fait on inscrit aussi ce fameux portage dans le temps. Parce que bien souvent, on a aussi un portage institutionnel ou politique au moment où on engage les actions. C'est-à-dire au moment où on dit, OK, je suis d'accord, on y va sur une politique handicap, on y va sur un conventionnement FIPHFP. Et ce portage, il va se matérialiser à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de l'engagement ou au moment où on finalise un petit peu les choses. Il y a souvent une présentation de la politique handicap en CODIR, il y a souvent une présentation des grands objectifs, des grands axes de la politique handicap dans le cadre des instances de gouvernance. Mais derrière,
cet engagement, entre guillemets, politique institutionnel, il peut avoir tendance un peu à s'effriter. Donc, on est sur un engagement qui est très ponctuel, finalement, qui s'inscrit à un instant T au moment où on engage la collectivité et l'établissement. Ce qui est déjà très bien, mais évidemment, ce qui est insuffisant dans le temps. Donc, effectivement, il faut pouvoir réussir à faire en sorte que le portage institutionnel et politique qui s'inscrivent dans le temps. Et ça, je dirais que c'est sans doute la question la plus délicate et celle pour laquelle on a le plus de difficultés à apporter des réponses un peu au quotidien. Alors après, comment faire en sorte que justement ce portage, il se pérennise? Il y a pas de recette magique, ça dépend surtout, je dirais, des valeurs de vos acteurs institutionnels et de vos élus. Ça dépend des combats qu'ils portent, ça dépend évidemment de leur combat un peu personnel qu'ils décident de conduire. Ça dépend aussi de leur niveau de connaissance du sujet, parce qu'on y reviendra juste après. C'est quand même très compliqué de s'investir sur un sujet que l'on ne maîtrise pas ou que l'on ne maîtrise que partiellement. Or, vous le savez, hein, vous qui êtes impliqué sur le sujet du handicap au travail depuis plusieurs mois, plusieurs années, pour certains d'entre vous, on est sur un sujet qui est quand même particulièrement complexe, particulièrement technique, le sujet de la convention FIPHFP, le sujet de la mobilisation des aides, le sujet de qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, le sujet des agents éligibles. Enfin, on est quand même dans un maquis qui est très technique, qui est très fermé et qui ne facilite pas en fait l'engagement des différents acteurs pour qui ces sujets-là sont des sujets un peu techniques, sont un peu des sujets de niche, finalement, sur lesquels il est difficile de s'investir. Bon, comment essayer de faire en sorte que les acteurs politiques, que les acteurs institutionnels s'engagent un peu au long terme? Bon, il y a toujours un petit peu ce sujet du comité de pilotage. Alors, c'est un peu un basique qui associerait les élus, l'équipe de direction, qui serait mobilisé régulièrement. Nous, souvent, ce qu'on observe, c'est que quand il y a un conventionnement FIPHFP, par exemple, il y a un peu une forme d'obligation de mettre en place un comité de pilotage et souvent le FIPHFP pousse pour qu'il y ait 2 à 3 réunions du COPIL par an. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que dans les faits, on est plutôt sur une réunion du COPIL, voire zéro dans un certain nombre de cas. Donc, on se rend compte en fait que c'est compliqué à mettre en place cette instance de pilotage. Alors après, pourquoi? Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce qu'on n'arrive pas à caler une réunion par an ou 2 réunions par an sur une année? Est-ce que c'est par manque d'intérêt? Sans doute un petit peu des deux. Ce qu'il faut, en fait, surtout, c'est réussir, d'une part, à institutionnaliser cette instance de pilotage et surtout, réussir à en faire en sorte qu'elle serve à quelque chose, cette instance de pilotage. C'est-à-dire qu'on ne soit pas juste là pour dire, bon, ben, on a consommé tant dans notre politique handicap, ou on allait chercher tant de financement auprès du FIPHFP, on a traité tant de situations et merci, au revoir. Il faut faire en sorte que ces instances de pilotage, finalement, ce soient des moments un peu de décision, où en gros, le pouvoir et la décision revient au personnel de direction et aux élus. C'est-à-dire que finalement, ils soient moteurs de leur propre réunion et de ce comité de pilotage. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis après, pourquoi pas aussi faire en sorte que ce comité de pilotage, il ne traite pas que du sujet du handicap, parce que c'est bien souvent ça le problème aussi, c'est qu'on a un comité de pilotage prévention des risques pro, on a un comité de pilotage RPS, on a un comité de pilotage prévention des insertions professionnelles, on a une instance de suivi autour des situations individuelles. Bref, on a en fait un éclatement, un morcellement des sujets et des temps de réunion qui portent sur la question de la santé au travail. Pourquoi pas en fait réussir à faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire arrêter de faire en sorte que ces politiques-là fonctionnent un peu en silo et de mettre en place un comité santé au travail dans lequel finalement on intègre tous ces sujets, ce qui permettra en fait de redonner un peu de poids, redonner un peu d'importance à ce comité de pilotage, tout en ayant finalement moins de réunions par ailleurs. Bon, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est d'avoir une participation qui soit effective des élus, des directeurs aux différentes actions de sensibilisation ou aux événements qui sont organisés sur le sujet du handicap. Je prends l'exemple notamment de la collectivité d'Alès. Vous savez qui a beaucoup témoigné sur les sujets un petit peu de communication et de sensibilisation dans le cadre du Handipact Occitanie, où on a une implication assez importante, notamment des élus, dans le cadre de l'ensemble des événements qui sont organisés par la collectivité, que ce soit dans le cadre du DOD, de la SEPH. C'est important parce que ça permet effectivement d'avoir une emprise un petit peu de terrain. Ça permet aussi de montrer finalement qu'on y croit et qu'on est engagé dans ces différentes actions. Et ça doit dépasser en fait le simple cadre de l'affichage, cette participation effective. Donc ça, c'est un point qui est important.
Autre point qui peut être imaginé, c'est que souvent, il y a des bilans qui sont réalisés de la politique handicap, etc., dans le cadre des instances paritaires, CHSCT, etc. Et souvent, en fait, c'est plutôt le référent handicap qui va un petit peu mouiller la chemise ou le DRH qui va venir présenter un certain nombre d'éléments. Mais en fait, pourquoi pas faire en sorte que ce soit les élus ou les personnes de direction qui, justement, présentent le bilan de la politique handicap dans le cadre des instances paritaires, ce qui nécessiterait évidemment au préalable des temps de préparation, des temps de travail pour passer les infos, expliquer les enjeux, etc. Mais ça contribue finalement à faire porter le message par les élus ou les personnels de direction et à incarner cette politique handicap. Et puis, de nouveau, ça oblige aussi ces acteurs-là à s'approprier ces sujets un petit peu techniques. Pourquoi pas aussi, ça on l'a vu dans plusieurs collectivités, dans plusieurs établissements, des actions d'information courtes, synthétiques, qui sont réalisées auprès notamment des managers, qui sont une ligne évidemment ô combien importante quand on parle du sujet du handicap au travail, réalisées directement par le DGS, réalisées directement par l'élu, donc pour poser les messages et les enjeux et les attentes de la collectivité ou de l'établissement à destination des managers sur le sujet du handicap. Voilà. On peut aussi imaginer un niveau d'implication de ces acteurs-là un peu plus important concernant les décisions opérationnelles sur des sujets évidemment, pas un achat de matériel, de fauteuils aménagés ou de fauteuils ergonomiques évidemment, mais sur des sujets un petit peu plus clés, type des recrutements, type l'accompagnement de reclassement, etc. Bref, qu'il y ait en fait une prise de décision ou une information qui soit faite sur ce type de décision-là. Et puis après, il y a des choses qui sont un peu plus symboliques, mais qui portent quand même. Par exemple, c'est le fait d'intégrer en fait le sujet du handicap dans l'environnement des élus ou des personnels de direction. Ce qui se voit de plus en plus, et je trouve que au-delà du symbole, c'est quelque chose de très important. Par exemple, le fait d'avoir un traducteur en langue des signes française dans le cadre des vœux. Le fait de mentionner le sujet du handicap dans l'ensemble des politiques RH ou des politiques publiques qui sont conduites par la collectivité ou par l'établissement. Bref, de faire en sorte que finalement le sujet du handicap n'en soit pas un, mais que ce soit un sujet qui soit traité de manière très transversale dans l'ensemble des actions qui sont conduites par les élus ou les personnels de direction. Et enfin, je terminerai par vous dire que les agents aujourd'hui, ils sont quand même de plus en plus attentifs, voire sévères sur les seules logiques d'affichage. Donc, il y a aussi un enjeu quand même qui est très important, c'est que le portage institutionnel, le portage politique notamment, il doit pas seulement se faire sur l'image. Il doit pas se faire sur du moment ponctuel. Il doit pas se faire uniquement sur du discours. C'est-à-dire que ça doit nécessiter une implication effective de la part des élus ou de la part pardon, des personnels de direction. Parce que si c'est que de l'affichage, il y a en fait un effet boomerang qui revient. Les agents sont très, très attentifs, ils sont très sévères à ça. On est dans une crise, vous le savez, de la représentativité, etc., etc. Et à l'échelle des collectivités, à l'échelle des établissements, on n'y échappe pas. Donc, il faut vraiment voilà, que ça aille un petit peu plus loin et que le sujet du handicap, qui est technique, comme on disait tout à l'heure, eh ben, en fait, il soit incarné par les politiques de direction ou les élus, pardon, les personnels de direction ou les élus, mais il faut que ces derniers soient outillés pour pouvoir en parler. Et cet outillage, il doit passer par une montée en compétences de ces derniers, au travers d'actions de communication, au travers d'actions de sensibilisation, au travers d'actions de formation qui sont conduites spécifiquement à ces derniers. Alors évidemment, il manque de temps, il manque de disponibilité, donc il faut que derrière, on ait un format de formation qui soit adapté. C'est-à-dire, on peut être sur des petites formations d'une heure, trois fois enfin, une fois par mois pendant 3 mois, par exemple. Des choses très simples qui se mettent en place de manière très opérationnelle. On peut imaginer aussi que ces actions de formation, elles soient réalisées par les acteurs de la collectivité ou de l'établissement eux-mêmes, c'est-à-dire par le référent handicap, par le DRH. Bref, d'ailleurs, pour éviter d'externaliser ce type de formation, mais aussi pour qu'il y ait en fait un peu cette logique de partenariat, de fonctionnement un peu main dans la main entre personnel de direction, élus et services opérationnels. Et ça peut passer aussi par de l'information très régulière, de notes d'information, etc., sur les éléments stratégiques, sur les éléments opérationnels qui sont relatifs au déploiement de la politique handicap. Bref, voilà, on le comprend, c'est difficile de s'impliquer sur un sujet si on n'en maîtrise pas le contenu. Et donc, sans doute que la meilleure manière de faire en sorte que les élus, les DGS, etc., s'impliquent sur le sujet du handicap, c'est de faire en sorte qu'ils en maîtrisent les enjeux et les contenus.
Donc voilà, en gros, pour poser un petit peu le cadre et essayer ensemble de débroussailler les ateliers et les thématiques que vous allez aborder par la suite. Mais ça permet de voir à la fois l'importance de ce portage institutionnel et politique, on essaie d'insister un petit peu là-dessus, mais aussi la manière de l'organiser et de l'installer dans le temps. Je te redonne la parole, Anne-Sophie. Merci Pierre. Alors peut-être s'il y a quelques réactions, questions autour de ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas à prendre la parole. N'oubliez pas d'allumer votre micro pour ça et votre caméra si possible. Je ne sais pas si ça vous fait réagir un peu. On va avoir et on a construit aussi les ateliers juste après autour de cette logique-là. On a un petit peu deux sujets différents en fonction de la fonction publique de laquelle vous relevez, puisque on a, dans tous les cas, il y a la question de l'implication de la direction. Mais dans la fonction publique territoriale en particulier, on va trouver le sujet de la mobilisation des élus, puisqu'on sait que c'est un facteur important de l'implication d'une collectivité. On peut retrouver ce sujet des élus dans la fonction publique hospitalière, je crois qu'on en parlera tout à l'heure avec Madame Malter. Mais dans les deux cas, finalement, voilà, on a des fonctions qu'il est indispensable de mobiliser pour avoir une action la plus efficace possible. Est-ce qu'il y a des réactions à l'intervention de Pierre? Des étonnements, au contraire des évidences? Non. Eh bien, s'il n'y a pas plus d'éléments, on va libérer Pierre et poursuivre de notre côté. Je vais reprendre la main sur le Oui, j'arrête le partage d'écran. Hop. Voilà. Voilà, c'est ça que je vais faire. Alors, on va poursuivre, comme on le fait souvent, par un temps d'échange entre pairs, donc des ateliers par groupe. Donc, le sujet reste le même, comment on organise le portage politique et institutionnel de la politique handicap au sein de vos structures. La méthode, c'est un échange façon co-développement. Alors, ceux d'entre vous qui sont des centres de gestion ont déjà testé un peu cette façon d'échanger lors d'une réunion qui était dédiée d'ailleurs au CDG et aux conventionnés. Donc, c'est une méthode en fait où on y va par petites étapes. Donc, vous allez commencer tous par réfléchir un peu si vous avez une difficulté, une situation récurrente sur laquelle vous aimeriez échanger avec d'autres parce que soit c'est une difficulté à laquelle vous êtes affronté régulièrement, soit parce que vous avez envie de vous réinventer un peu. Et puis, une première personne dans le groupe va pouvoir exposer un peu cette situation. Et puis après, vous verrez, il y a tout un cheminement qui est proposé pour échanger à partir de cette situation. Donc, le cheminement, vous allez le trouver à l'adresse Klaxoon qui est indiquée là. Donc, soit vous tapez l'adresse mail app.klaxoon.com et puis après, vous rentrez le code QVEEMAT. Ou si vous voulez y accéder par votre téléphone, vous pouvez flasher le QR code. Normalement, ça marche depuis votre écran pour accéder directement au site. Alors ça, c'est pratique, ça permet de lire la page, ça ne permet pas forcément de venir y inscrire des choses, puisque vous verrez qu'il y a deux temps. Il y a un premier temps d'échange donc avec le déroulé que vous trouverez directement sur l'application. Et puis, dans un deuxième temps, en fin de période,
Donc, on va se donner 45 minutes. Sur les 10 dernières minutes, on vous proposera d'aller remplir un tableau avec des post-it sur les conditions de réussite, les erreurs à ne pas reproduire et éventuellement des exemples d'actions qui vous paraissent intéressantes à noter. Donc, je vais vous répartir par groupe et donc en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, il y a 2 groupes où il y a uniquement des membres de la fonction publique territoriale et 2 groupes qui sont plus partagés. Donc, je vais créer ces groupes pour 45 minutes, vous laisser accéder à Klaxoon. Et puis, je vais venir faire un tour dans les groupes pour vérifier que vous avez accès à l'ensemble des éléments pour ce temps d'échange. Donc, on se donne un bon 45 minutes, aller jusque vers 10h15. Oui, c'est ça, 10h15. Et puis, on se retrouvera ensuite pour la suite des travaux. Pour information, je vous ai mis le lien vers le klaxon pour ceux qui n'ont pas pu flasher directement dans le chat. Donc, vous avez juste à cliquer et puis ça vous emmène directement sur le bord de klaxon. Voilà, allez, je démarre les séances et puis je viens vérifier dans chaque groupe. Alors, juste un petit point, vraiment, dans les groupes d'échange, autant que possible, allumez évidemment vos micros, vos caméras aussi. En petits groupes, c'est vraiment important de pouvoir se voir pour mieux échanger. Voilà, à tout de suite. On va reprendre ce temps de club DRH sur ce dernier temps d'interview croisée de nos 2 grands témoins. Donc, merci à eux d'avoir accepté l'exercice. Donc, on a avec nous Madame Hélène Malter, qui est déjà intervenue tout à l'heure, donc DRH au centre hospitalier de Montauban, et Monsieur André Montanet, membre du comité local, ancien élu au conseil départemental de l'Ariège et président honoraire du FIPHFP. Et donc, on va pouvoir, du coup, avec vous, aborder à la fois sous l'angle des directions et sous l'angle élu, la question un peu de cette mobilisation en faveur de la politique handicap. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, voilà, pour vous laisser toute la place. Et peut-être, pour commencer, vous demander à l'un et à l'autre quels sont, selon vous, pour vous-même et pour ceux avec qui vous travaillez, les déclencheurs de la mobilisation sur la politique handicap pour un élu territorial, pour un élu en hospitalier ou pour des membres de la direction. Honneur aux dames, on commence avec Madame Malter. Pas de souci, merci. Alors, tout d'abord, comme je le disais, pour moi, finalement, c'est des situations individuelles qui vont nous obliger à réfléchir à quelque chose d'un peu plus général. Donc, on va partir finalement de situations. C'est comme ça que ça s'est passé à Montauban. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, ils ont fait un état des lieux, qu'il y avait effectivement des besoins par rapport à des situations individuelles. Ce qui va déclencher, du coup, en fait, une réflexion souvent en lien d'abord avec les représentants du personnel, le service santé au travail. Alors, nous avons la chance d'avoir un médecin du travail, et la direction, parce qu'effectivement, on va être sur des situations individuelles qui vont nous obliger à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut proposer à ces professionnels. Nous avons eu la chance au centre hospitalier de Montauban d'avoir très rapidement aussi 2 cadres qui étaient délégués du personnel et qui aussi ont été partie prenante de la démarche. Ce qui fait qu'on avait une articulation entre à la fois les représentants du personnel, des managers de proximité, la direction. Et donc, ça a été finalement un terrain favorable, puisque tout le monde convergeait dans l'idée, bon, il faut faire quelque chose par rapport aux personnes en situation de handicap au centre hospitalier de Montauban. Et donc, ils ont commencé à travailler d'abord avec un cabinet extérieur. Et moi, quand je suis revenue et qu'on a renouvelé, on l'a fait tout seul. Et je pense que voilà, il y avait une convergence d'intérêts pour dire on ne peut pas rester en l'état, il faut qu'on trouve des solutions. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte qu'au-delà de traiter le coup par coup, le cas par cas, il fallait effectivement avoir une dimension beaucoup plus générale.
sachant que concernant les élus, nous n'avons pas effectivement le même rôle des élus dans nos institutions, mais que en fait, les élus étaient informés effectivement qu'il y avait une convention avec l'IPHFP. Et après, j'expliquerai dans les autres questions comment on va un petit peu innover cette année justement sur la place des élus en lien avec la politique handicap du centre hospitalier de Menton. D'accord, merci beaucoup. Donc, voilà, les situations individuelles qui finissent par déclencher une prise de conscience plus générale. Monsieur Montanet? Alors, votre micro, voilà. Super. Voilà. Moi, je pense que concernant les politiques et ce qu'il faut, on va parler des élus territoriaux, c'est que l'institution qu'ils représentent soit porteuse d'une philosophie de la situation de handicap. On a dit tout à l'heure qu'il fallait partir du macro pour aller vers le micro, mais il faut savoir ce qu'on met dans le micro. Quelle société nous voulons? Est-ce que c'est la société inclusive ou ce n'est pas la société inclusive? Quel regard portons-nous sur le handicap ou la situation de handicap? Et je veux m'excuser auprès des collectivités territoriales hospitalières, mais le regard qu'on doit porter sur la situation de handicap, et c'est l'article 2 de la loi du 11 février 2005, c'est bien distinguer la déficience du handicap. Le handicap est la conséquence sociale de la déficience. Et on ne l'a pas abordé, mais bien définir aussi de quelle déficience nous parlons. Je reviens toujours à cet article 2 de la loi de 2005 qui, pour moi, est le pilier fondamental, où nous avons la déficience physique, la déficience sensorielle qui se décline en personnes malvoyantes ou aveugles ou malentendantes, mais il y a aussi le gros problème de la déficience cognitive, mentale, psychique, le polyhandicap et les maladies invalidantes. Les maladies invalidantes qui viennent un peu interférer dans mon concept, c'est-à-dire que la personne en situation de handicap n'est pas un malade. La personne en situation de handicap n'est pas un patient. Alors certes, le rôle du médecin reste quand même aussi important que les autres rôles. Et c'est vrai que là, nous avons encore l'impact de la loi de 1975 qui faisait du handicap, qui ne faisait pas la différence entre la déficience et le handicap, et qui portait en premier, on le retrouve encore dans beaucoup de maisons départementales des personnes handicapées. À l'Ariège, nous avons la maison départementale des personnes en situation de handicap, ce qui est significatif, c'est-à-dire qu'en 1975 faisait du handicap une maladie. La loi de 2005 en fait un cas social, pas un cas, en fait une conséquence sociale. Ce qui justifie la prestation compensatrice. On compense une déficience, on compense les effets d'une déficience, on ne compense pas les effets d'une maladie. Donc, bien définir la philosophie que nous voulons mener et en la déclinant aussi en fonction des déficiences, ce que je viens de dire maintenant. Quel est le rôle? Alors, il me semble que les associations ont un rôle important. On n'en a peut-être pas assez parlé. Un rôle important dans l'accompagnement, et le terme accompagnement est revenu plusieurs fois, ce que je me félicite, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Voilà, disons, en ce qui concerne la mobilisation, puis on reviendra, je pense, sur les autres thèmes après. Monsieur Montanet, du coup, vous dites qu'il faut que l'institution soit porteuse d'une philosophie sur la situation des handicaps. Alors, l'institution, c'est qui, du coup? Est-ce que c'est les élus qui doivent porter? Est-ce que ça peut venir de la direction, des services, du référent handicap? D'accord. Alors, là, je m'étais placé en tant qu'ancien élu et ancien vice-président d'un conseil départemental, celui de l'Ariège. Voilà. Moi, je pense que l'élu, l'assemblée départementale, si je passe du département, mais en fait, si on parle d'une commune ou d'une intercommunalité, doit être porteur d'une philosophie. Elle doit être porteuse d'une charte institution
territoriale et handicap. Savoir vers où on va et comment on y va. Mais il va de soi que chaque institution doit décliner, doit être porteuse d'une philosophie d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors, on reviendra, je pense, après sur l'accompagnement. Les choses ont été dites. On a parlé aussi du désengagement financier du FIP, mais je pense que ça, on rentre au niveau des moyens et pas du thème que nous voulons aborder maintenant. Alors, Madame Alter, de votre point de vue, du coup, qui est-ce qui doit porter cette philosophie ou accompagner son émergence à l'intérieur de l'institution? Alors, je crois réellement que ce n'est pas une seule personne, c'est vraiment un travail collectif, parce qu'en fait, sur Montauban, on a fait le choix d'avoir plusieurs référents en fait, sur des thématiques différentes, donc une sur la formation, une sur tout ce qui est achat, travaux, une personne qui est au service santé au travail, une personne à l'ARH, des cadres référents et des représentants du personnel, bien évidemment. Je pense que la direction, parce qu'elle doit être à la fois effectivement dans la stratégie, mais aussi dans l'opérationnel. C'est-à-dire que si on a défini une politique qui reste très théorique et qui n'est pas suivie, encore une fois, on est sur une question de crédibilité derrière. Donc pour moi, il faut vraiment articuler en fait le quotidien des professionnels, parce que c'est ça aussi derrière qui est important, c'est comment eux vont voir leur position de travail améliorée et effectivement, nous, des axes plus généraux, mais pour moi, qui doivent vraiment se traduire par des actes. Nous avons mis un peu de temps à Montauban, par exemple, à travailler sur la question du recrutement, parce qu'il a fallu d'abord convaincre en interne aussi d'identifier aussi des métiers sur lesquels on pouvait recruter plus facilement des personnes BOE. Là, on a développé l'apprentissage, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore mis en place, notamment sur les secrétariats médicaux, mais ce n'était pas mieux en fait. Parce que je pense qu'il faut aussi tenir compte voilà, du rythme de chaque institution et de son degré de maturité par rapport à la politique handicap. Encore une fois, si, et j'entends effectivement l'intérêt d'avoir une stratégie, il faut l'avoir, ça c'est ce qu'on a mis en place, mais derrière, il faut que ça se traduise vraiment concrètement par des actions accompagnées par la direction, quelle qu'elle soit, la direction des ressources humaines, la direction des travaux, achats logistiques, pour l'hôpital, la direction des soins, toute la direction du système d'information aussi. C'est un vrai sujet, comment rendre accessible nos institutions au niveau du système d'information. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on puisse aussi suivre au quotidien. La communication est très importante, je le disais tout à l'heure, à la fois sur, comme je disais, des réussites individuelles, je pense que c'est important, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur pour qu'on puisse avoir en fait une vision claire de qu'est-ce qui est proposé dans chaque institution au niveau de sa politique handicap. Donc pour moi, il n'y a pas un seul déclencheur. Je dirais que c'est une convergence d'intérêts qui va faire que va émerger une politique qui va correspondre, et je tiens à insister là-dessus, à vraiment ce dont a besoin chaque institution. Les besoins ne seront pas forcément les mêmes au centre hospitalier de Montauban, au centre hospitalier d'Auch, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Il y aura certainement des convergences. Nous, on a beaucoup travaillé, par exemple, récemment sur tout ce qui est autour du handicap psychique. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans nos institutions. On s'est formé. Je suis allée à la formation. C'était aussi pour montrer aux opérationnels que la DRH s'investissait en termes de formation sur le handicap. Et je pense que c'est aussi ça. Il faut que derrière, encore une fois, on traduise nos paroles par des actes concrets. Du coup, vous parlez du degré de prendre en compte le degré de maturité de l'institution sur le sujet du handicap. Qu'est-ce qui peut permettre de faire évoluer cette maturité? Est-ce que ça sera seulement en fait le temps et le renouvellement des sujets et des situations, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, que ça soit du point de vue des directions et des élus ou peut-être des services? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire progresser ce degré de maturité? Alors, je pense que ce que doivent faire les institutions, c'est aussi s'ouvrir sur le tissu local.
On en a un petit peu parlé sur la MDPH, sur les associations effectivement locales, sur Cap Emploi, parce que c'est aussi des partenaires qui vont nous aider à construire notre politique handicap. Je crois réellement qu'on ne peut pas créer quelque chose en étant en autarcie dans nos institutions. Donc il faut, alors c'est pas forcément simple, mais les s'ouvrir à l'extérieur pour du coup aller acquérir aussi des compétences dont on ne dispose pas forcément. Un hôpital, on soigne, c'est notre rôle. Après, il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et effectivement, M. Montagny faisait bien la différence sur toutes les formes, effectivement, entre déficience, handicap, etc. Et donc, nous, il faut qu'on trouve aussi comment accompagner les professionnels au quotidien tout en ne les considérant pas comme des patients, ce qui est un peu parfois compliqué dans nos institutions. Et je pense que cette expertise, on va aller la chercher effectivement sur des partenaires qu'on a sur les départements, sur les villes, sur le tissu associatif. On a fait intervenir aussi l'Institut des jeunes aveugles pour venir aussi nous aider à la mise en place d'un projet d'accompagnement pour des professionnels. Nous ne sommes pas des techniciens du handicap dans l'hôpital et donc nous devons aussi aller vers les autres. On en a régulièrement parlé pour du coup permettre aussi à ce que cette politique mûrisse un peu plus vite. On le voit, on a un institut de formation aussi qui nous est rattaché. On a commencé à travailler aussi cette thématique avec eux. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus d'apprenants qui étaient effectivement en situation de handicap. Donc, on est vraiment en amont de la démarche. C'est que là, on se dit, c'est même des gens qui peut-être ne seront pas forcément recrutés chez nous, mais par contre, il faut qu'on puisse, voilà, dès le départ, dès les études, effectivement, trouver les bons moyens de les accompagner dans leur parcours professionnel. Donc, voilà, il faut s'ouvrir. Je pense que c'est ça aussi. Et puis, il y a quand même, je dirais, une certaine libération de la parole, même si c'est toujours un peu compliqué. De plus en plus de potentiels recrutés énoncent le fait qu'ils sont RQTH, le disent beaucoup plus librement. Donc, ou si ce n'est pas fait, ils le disent lors de l'entretien avec le service santé au travail. Donc, ça nous permet aussi de mieux articuler ce qu'on peut leur proposer en termes d'accompagnement dans notre hôpital. Et le dernier élément, c'était les élus, peut-être, effectivement, qui, du coup, c'est assez nouveau. Les élus locaux commencent à nous sensibiliser sur des situations plus individuelles en termes de recrutement, sur des métiers un peu spécifiques, donc bien évidemment avec l'accord du professionnel. Et ça, c'était quelque chose qu'on voit apparaître là depuis quelques temps et qui nous semble aussi intéressant parce que du coup, voilà, ça fait du lien encore une fois avec le tissu local. Sachant qu'un hôpital ou un conseil départemental, on est parmi les plus gros employeurs du département. Donc forcément, on a un rôle à jouer dans le recrutement. Si je peux me permettre une remarque, nous, au conseil départemental de la Haute-Garonne, on a réussi à mettre en place un dispositif pour un accompagnement de 3 personnes par le parangonnage aussi. Et c'est quelque chose qui peut être vachement aidant parce que déjà, ça donne de la force parce qu'on se rend compte que certaines collectivités y arrivent. Et ensuite, c'est un retour d'expérience qui nous permet de s'affranchir de certains freins auxquels on n'aurait pas pensé, etc. Et je trouve ça super précieux. Le parangonnage, c'est ça que vous avez dit? Oui, le parangonnage, c'est le partage d'expérience entre collectivités, en fait. D'accord. C'est un peu ce qu'on fait là, mais c'est quelque chose d'un peu plus fastidieux parce qu'on appelle chaque collectivité, on essaye de trouver le bon interlocuteur, on pose les questions et du coup, on arrive à créer du lien et là, échanger sur un thème très spécifique. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Montané, comment on fait progresser la maturité d'une institution sur la thématique du handicap? Bien, je pense que c'est par la communication. Et la communication à tous les niveaux. Il faut sensibiliser les personnes. Quand on parle des travailleurs en situation de handicap, il faut partir d'eux, les mettre au centre du dispositif. Et en les mettant au centre du dispositif, écouter et entendre leurs besoins, leurs désirs de société, entendre leur parcours social. Mais une fois qu'on les a entendus, et pour rejoindre ce qui a été dit, le plus important est le travail en réseau, me semble-t-il.
c'est ce partage de concepts, de stratégies partagées, même s'il est contrasté, s'il n'est pas toujours partagé, avancer l'un vers l'autre et mettre en place des dispositifs de coordination et de cohérence dans le parcours de la personne. Éviter que ce parcours de la personne soit trop fractionné. Peut-être qu'on travaille encore de façon un peu trop cloisonnée, pas assez horizontale. Mais je rejoins totalement tout ce qui a été dit là. Il faut qu'on arrive à partager et surtout informer. Informer aussi les professionnels qui travaillent à proximité de la personne en situation de handicap. Leur expliquer ce que c'est que la déficience de la personne, les réactions qu'il peut y avoir. Parce que parfois, il y a des phénomènes de rejet parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas la personne. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Le changement de regard n'est pas encore acquis. Vous savez, on parle de société inclusive. On est dans une société incluante, mais elle n'est pas inclusive à l'heure actuelle. C'est la démarche que nous faisons. Mais voilà, c'est ce partage de concepts et l'information à tous les niveaux, tant au niveau d'un établissement, d'un établissement hospitalier, puisque c'est le cas, mais également au niveau d'une collectivité territoriale et à tous les niveaux. Et lorsque on fait une communication, avoir le souci de faire intervenir toutes les institutions, tous les organismes qui interviennent auprès de la personne. Parce qu'un emploi, oui, mais il faut le pérenniser. Et à côté pour pérenniser l'emploi, eh bien, il faut penser à la mobilité de la personne. Il faut penser au logement de la personne, qu'elle n'ait pas à faire des distances extraordinaires pour aller sur le lieu de travail. Et on n'y arrivera que dans la mesure où on arrivera à mettre en place un réseau, mais j'entends à l'heure actuelle que ces choses sont en train de se mettre en route. Et puis, surtout partir dans du besoin de la personne et ne pas inverser ce qui se fait trop. Et quand j'entends que le FIP restreint un petit peu ses finances, j'en connais la raison. Mais je pense qu'il faut être résistant à ça. Il faut être résistant, répondre aux besoins de la personne et ne pas répondre en fonction des moyens. Est-ce que vous avez un exemple, Monsieur Montané, autour de vous d'une action de communication sur laquelle vous avez vu qu'il y avait vraiment, en matière peut-être de mobilisation des élus, vous avez vu des effets, vous avez vu directement l'engagement d'élus autour de vous sur le sujet du handicap à l'occasion d'un événement ou d'une action de communication particulière? Oui, je prendrai l'exemple du conseil départemental de l'Aude qui régulièrement fait des réunions. Enfin, quand je dis régulièrement, ce n'est pas tous les jours, c'est 1-2 fois par an, mais sur toute une journée avec toutes les institutions, tous les organismes qui sont concernés par la situation de handicap. Et il y a des tables rondes, et il y a des échanges, et il y a des grandes lignes qui sont mises en exergue, comme vous faites à l'heure actuelle. C'est une grande sensibilisation. Ça demande beaucoup de temps. N'oublions pas d'où nous venons concernant le handicap. Le regard que nous avons à l'heure actuelle sur le handicap n'a pas... C'est, disons, la loi de 2005 qui l'a changé. Mais quand on regarde d'où vient le côté assistanat, condescendance, etc., envers le handicap, je parle du handicap de façon générale, eh bien, on se rend compte qu'on a énormément de travail à faire et de communication à faire. Mais également, quand on parlait tout à l'heure d'exemples de réussite, oui, bien mettre en exemple, en exergue ces exemples de réussite en différenciant bien quand même de quelle nature de handicap nous parlons, parce qu'on ne peut pas transférer de l'un sur l'autre. Le handicap moteur ou sensoriel est assez linéaire, alors que pour tout ce qui est psychologique, cognitif et mental, c'est tout sinusoïdal. Donc, à chacun sa spécificité, donc il faut bien le préciser. Si jamais on donne un exemple de réussite et qu'à côté il y a un échec, bien savoir pourquoi ça vient. Mais surtout mobiliser l'ensemble. Donc voilà, c'est un exemple. Également au niveau de l'Ariège, où on a le centre de gestion qui a passé convention avec le FIP et qui réunit assez régulièrement les maires de toutes les communes, que ce soit des communes assez importantes ou que ce soit des petites communes.
Ok, merci. Madame Alter, vous avez des exemples particuliers justement où d'actions de communication, d'événements qui ont suscité un intérêt durable pour direction ou élu? Oui, en fait, l'an dernier, c'est au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue où ils ont obtenu un prix national pour justement leur politique handicap en lien avec l'ANFH, qui est l'organisme de formation des établissements publics hospitaliers. Et donc, c'était une vidéo en fait qui présentait leur démarche et qui donc a été diffusée durant une assemblée générale de l'ANFH où il y avait effectivement 300 participants et qui en plus est en ligne sur le site de l'ANFH, qui a un gros partenariat aussi avec la FIPHFP. C'est vrai que ça a été un exemple, je vous parlais tout à l'heure de réussite concrète, où on voyait réellement comment ils se sont saisis de la démarche politique handicap. Moi, je l'ai fait voir en interne. Alors après, ça correspondait finalement assez à ce qu'on faisait, mais je trouvais que c'était intéressant d'entendre à la fois des représentants du personnel, des cadres, la direction, évoquer justement comment quotidiennement ils ont accompagné les professionnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et c'est quelque chose qui a bien fonctionné, qui en plus est régional donc, et qui a été montré nationalement. Donc je trouve que c'est cette situation de communication que je souhaitais évoquer. Au centre hospitalier de Montauban, nous avions, avant la Covid, pour projet de faire une journée effectivement sur tous les types de handicap en mettant en situation en fait, nos professionnels avec des mannequins, des lunettes, etc. Parce qu'on n'a pas pu le faire avec la Covid, donc on espère pouvoir le faire cette année, ou en tout cas sinon l'année prochaine, puisque ça a dû être annulé. Mais voilà, des choses plutôt concrètes en termes de communication, parce que je crois, encore une fois, que c'est ce qui sera le plus parlant pour les professionnels de nos institutions. Et voilà, en tout cas, je regarderai effectivement ce qu'a dit M. Montagnier, parce que on parlait tout à l'heure de parangonnage. C'est vrai que grâce justement au club que vous faites, le FIPHFP, ça permet d'avoir des exemples dans d'autres fonctions publiques. Et on voit que ça aussi, tout ce qui a été fait par exemple sur la période préparatoire au reclassement, on va utiliser ce qui a été présenté la dernière fois pour s'en inspirer. Et je pense que c'est ça aussi, on a finalement, même si nos institutions sont différentes, des problématiques qui restent communes. On évoque la communication, comment aussi associer collectivement l'ensemble des intervenants. Et je crois qu'il faut... il y a des moments où il ne faut pas inventer l'eau chaude non plus. Il faut aussi s'appuyer sur ce qui a fonctionné dans d'autres fonctions publiques. Merci. Alors, on va continuer, Madame Alter, puisque donc, vous êtes DRH, donc vous êtes à la fois en membre de direction et à la fois la direction la plus directement concernée par la politique handicap. Alors, quel peut être le rôle d'un ou d'une DRH sur la mobilisation de la direction ou éventuellement des élus, puisqu'il y en a aussi en centre hospitalier. Voilà. Votre rôle à vous, votre position particulière, quels sont ces leviers finalement? Tout à fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, au-delà de ce que vous dites, j'ai un rôle vis-à-vis du quotidien. Je pense que ça, c'est important, c'est-à-dire de pouvoir soutenir, que ce soit les professionnels ou les managers qui accompagnent au quotidien les professionnels BOE. Donc, je participe à la cellule d'aide au maintien dans l'emploi où on étudie une fois par mois environ toutes les situations individuelles pour voir comment on peut les accompagner. Donc, ça, j'y participe systématiquement, ainsi que ma collègue directrice des soins qui est aussi la responsable hiérarchique de tous les soignants de l'hôpital. Donc ça, je pense qu'il y a ce rôle en termes de gouvernance vis-à-vis du quotidien. Le fait de participer aux formations, le fait d'être dans cette cellule, ça montre aussi que ce n'est pas qu'un sujet porté par les référents handicap. Donc il y a ce côté-là, pour moi, je souhaitais quand même mettre en exergue. Vis-à-vis des autres directions, pour le directeur général de l'établissement, donc effectivement, on fait des points réguliers sur le nombre de professionnels qui ont été accompagnés, voilà, pour qu'il ait un peu une idée. Ça, c'est important. C'est pareil, il a besoin d'exemples concrets. C'est-à-dire que quand il rencontre les partenaires sociaux, il a besoin de montrer comment
comment ça se passe. Sur les autres directions, alors moi je viens en soutien aussi des référents. C'est-à-dire que notre infirmière santé au travail, c'est elle qui discute en priorité sur les aménagements de poste en lien avec la direction des achats, travaux et logistiques. Et moi, j'arrive si ça bloque. On va dire ça un petit peu comme ça. C'est-à-dire que vraiment, je suis derrière. Je pense qu'il faut aussi que, encore une fois, dans ce crédibiliser les référents, qu'on puisse leur dire, voilà, moi, je vous accompagne, mais dans l'opérationnalité, c'est vous, et je viens que si ça bloque. Et de la même manière, la référente handicap sur la formation, si elle a des difficultés, je suis là. Voilà. Concernant les élus, nous avons un nouveau directeur depuis 1 an qui a proposé, puisque nous sommes en train de revoir notre projet d'établissement, de faire effectivement une démarche autour de la politique à destination des usagers de l'hôpital, une politique handicap. Justement en articulant aussi ce qui a pu être fait auprès des professionnels. Et donc, on est vraiment une politique globale sur le handicap. Je reprends ce que disait M. Montané sur la philosophie de l'établissement. C'est ça qu'on va mettre en œuvre cette année. Et donc, on a à la fois dans notre conseil de surveillance des représentants d'associations d'usagers qui du coup sont dans le groupe de travail. On a aussi bien évidemment des représentants des élus, des collectivités territoriales. Et donc, tout ce travail va être présenté au mois de juin lors de nos instances. Et je pense aussi que c'est notre rôle en tant que directeur de pouvoir, c'est ma collègue directrice des soins qui est en charge de ce projet, de vraiment faire le lien avec les usagers. Notre particularité, c'est que nos professionnels peuvent à la fois, elles peuvent aussi être usagers de l'hôpital et les usagers peuvent devenir des professionnels de l'hôpital parce que nous sommes l'établissement pivot en fait du Tarn-et-Garonne. Donc, améliorer les conditions de travail des professionnels, c'est aussi améliorer l'accueil des usagers. Parce qu'effectivement, un professionnel qui a moins de difficultés à manutentionner un patient, et bien, le patient a moins mal, tout le monde est satisfait. Donc, on est aussi dans cette idée d'interaction, puisque nous avons la chance d'avoir un pôle santé-société très, très développé qui traite notamment effectivement tout le lien avec la ville. On a la psychiatrie aussi, on a beaucoup on parlait tout à l'heure sur le handicap psychique. Donc, on s'appuie sur nos élus, sur nos responsables d'associations qui siègent dans nos instances pour essayer d'améliorer en fait, l'accessibilité de notre établissement aux personnes en situation de handicap. Et puis, comme je le disais, d'utiliser l'expérience acquise depuis quelques années dans le cadre du conventionnement avec le FIPHFP. Parce que pour moi, les deux sont vraiment la politique handicap auprès des professionnels et la politique handicap auprès des usagers. Il ne faut pas qu'elles soient différenciées, elles ont forcément une interaction forte. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Montané, vous, de votre regard d'élu, qu'est-ce que vous nous diriez du rôle de la direction des ressources humaines dans la mobilisation du système général? Votre micro n'est pas rallumé, Monsieur Montané. Voilà, pour moi, elle est essentielle. Et le DRH est un levier, disons, dans cette politique d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel. C'est ce que je disais, mais il faut peut-être aussi faire évoluer les institutions. Et quand je parle des institutions, je pense aussi à l'évolution peut-être des maisons départementales du handicap, dont le rôle a été défini toujours par cette loi de 2005. Ça fait déjà pas mal d'années. Et je pense qu'avec l'évolution de la société, l'évolution du regard envers les personnes en situation de handicap, et on le voit aujourd'hui à travers les échanges qu'il y a, je pense que les maisons départementales devraient avoir un autre moyen et d'autres moyens d'infléchir les politiques autant départementales qu'à un niveau peut-être régional, si ce n'est national, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Au niveau des conseils départementaux, n'oublions pas qu'il y a à côté d'eux un conseil économique et social et environnemental,
avec un pôle handicap. Et je pense que ce pôle handicap est extrêmement important pour sensibiliser les élus et apporter un regard critique, au sens noble du terme, sur la politique qui est mise en place et comment l'infléchir, puisque le regard qui sera porté par le responsable de ce pôle handicap sera un regard qui sera à la concentration de tous les regards, qui soient institutionnels, qui soient associatifs, ou même des personnes directement impliquées. OK. Qu'est-ce que vous diriez, Monsieur Montanet, des besoins des élus, de quoi ils ont besoin aujourd'hui pour plus ou mieux s'impliquer dans la politique handicap des institutions qu'ils dirigent? On l'a déjà dit, c'est l'information et la sensibilisation. Alors c'est vrai que le social, il faut le reconnaître, au niveau d'un conseil, pèse dans le budget d'un conseil départemental. Il est parfois supérieur à 50-60% du budget global. Enfin, je parle au niveau du fonctionnement. Et c'est vrai que le regard qui est parfois porté, quand on dit oui, mais le social, ça nous coûte plus cher que les collèges et que l'entretien des routes. Oui, mais il permet la citoyenneté de toutes les personnes, quelles que soient les différences. Là aussi, on rentre dans une politique de la bienveillance. Je préfère le terme bienveillance que tolérance. Mais c'est aussi une citoyenneté. Et Dieu sait si nous avons besoin de citoyenneté à l'heure actuelle, à tous les niveaux. Donc, je crois que c'est la sensibilisation et les amener à toucher le réel, les amener à rencontrer des personnes en situation de handicap, à travailler avec des associations, à travailler aussi avec toutes les associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Voilà. Et ne pas tomber dans le côté misérabilisme, condescendant, mais l'approcher vraiment dans un esprit de solidarité et de partage. Le travail est difficile parce qu'on vous écoute et il n'est pas toujours entendu. Merci. Madame Malter, vous nous avez déjà donné aussi quelques éléments sur le fait qu'une direction, ça avait besoin de concret, d'exemples concrets. Est-ce que vous voyez autre chose dans ce qui peut être apporté aux élus de la part, ou à la direction de la part des services pour poursuivre cette mobilisation ou la renforcer? Je pense qu'il y a, c'est le travail que fait le FIPHFP en termes de pédagogie. Il y a vraiment des supports qui nous aident beaucoup quand même aussi quand il y a des nouveaux cadres, des nouveaux directeurs, etc., pour comprendre en fait à quoi sert le FIPHFP. On a vraiment il y a plein de choses qui ont été faites et ça soutient beaucoup la démarche, c'est-à-dire que à travers ces outils, on peut les illustrer d'exemples concrets dans nos institutions et ça me semble intéressant. Pour les élus, je crois que nous, on a beaucoup d'élus dans notre conseil de surveillance qui sont des médecins. C'est comme ça. Et effectivement, ils sont très sensibilisés déjà à la question. Mais je crois qu'il faut qu'on puisse aussi justement bien travailler le canal de communication. Je disais tout à l'heure que j'étais sollicitée par des élus locaux. Je trouvais ça que c'était un exemple intéressant, c'est-à-dire que la personne n'aurait peut-être pas envoyé son CV parce que par peur, machin, etc. Et là, le fait qu'on ait eu une attitude bienveillante en fait dans la phase de recrutement, ça va aussi peut-être rendre l'établissement plus attractif. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé. Mais on a, voilà, sur certains métiers, on a des difficultés à recruter. Hein, donc, je parlais tout à l'heure de l'informatique. On en a déjà discuté avec mon collègue. C'est quelque chose qu'on souhaite développer en termes d'accueil, à la fois de stagiaires, mais aussi de postes pérennes en termes de personnes en situation de handicap. Et je crois que c'est aussi ça qu'il faut qu'on
qu'on continue à faire, c'est vraiment bien d'identifier aussi les métiers qui pourraient être travaillés en amont. Je parlais tout à l'heure avec les organismes universitaires ou de formation pour voir comment on peut, bien avant qu'ils arrivent dans nos établissements, dès leurs études, en fait, accompagner dans des parcours. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose auquel peuvent être sensibles les directions. C'est-à-dire que si derrière, on leur dit, voilà, le travail qu'on va faire en amont va permettre de recruter sur des postes où on a des déficits, ça peut être aussi un argument. Parce que je crois que derrière ça, on parlait tout à l'heure des réussites, mais c'est aussi de dire, voilà, là, j'arrive pas à recruter, il y a peut-être d'autres partenariats à trouver pour qu'on puisse effectivement mieux faire connaître l'hôpital. L'hôpital, c'est pas que des soignants, il y a beaucoup d'autres métiers derrière. Et ces métiers-là, effectivement, du nettoyage à la logistique, à l'administratif, à l'informatique, il y a énormément de métiers. Voilà, on peut peut-être aussi effectivement nouer des partenariats avec d'autres structures pour voilà, régler aussi cette problématique d'attractivité qu'on peut rencontrer dans nos institutions. Donc, je pense qu'il faut continuer je suis tout à fait d'accord, à communiquer, à informer. Et puis aussi, moi, je crois réellement au fait que quand il y a une convergence entre direction, partenaires sociaux, j'insiste beaucoup là-dessus, mais sur cet aspect-là, on n'est pas toujours d'accord avec les partenaires sociaux, mais en tout cas sur vraiment l'accueil des personnes en situation de handicap, je crois que là, tout le monde est tout à fait favorable et c'est vraiment quelque chose qui peut avoir une vraie dynamique dans une institution. Donc, il faut poursuivre dans ce sens voilà, comme M. Montané le disait, en s'appuyant aussi sur ceux qui savent bien communiquer. Et j'insiste vraiment sur le rôle du FIPHFP qui nous a beaucoup aidé aussi. Parfois, c'est un peu du jargon quand même, toutes ces conventions. Et donc, pour les nouveaux arrivants, voilà, ils se sont déplacés, ils sont venus aussi présenter la démarche de renouvellement. Et je pense que ça, c'est aussi à souligner. On a la chance d'avoir quand même une équipe de professionnels du FIPHFP qui est en proximité. C'est-à-dire que par rapport au ministère, où on peut avoir d'écart, là, on a vraiment des professionnels avec la référente handicap mutualisé aussi, Mme Bousquier, qui peuvent nous aider au niveau des hôpitaux pour mener à bien justement cette démarche FIPHFP. Merci beaucoup. Alors, on a balayé l'essentiel des questions. Je vous propose de vous donner à chacun un petit temps de conclusion s'il y avait d'autres choses que vous souhaitez ajouter. Et puis, on ouvrira un peu la discussion à l'ensemble des participants. Monsieur Montané, vous voulez conclure? Oh, ce que je dirais, c'est que vous remerciez quand même de cette réunion parce qu'elle a permis d'échanger. Elle a permis d'aborder des points de vue que parfois nous n'avons pas. Donc, ce qui prouve que la communication est nécessaire, que l'échange pluriel est nécessaire pour arriver à partager les stratégies, les concepts et les philosophies et surtout l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc, peut-être une expérience à renouveler, à poursuivre, à pérenniser. Voilà, toujours pour faire avancer le changement de regard et faire avancer la société inclusive et citoyenne. Alors, moi, je voudrais juste dire que, au-delà des remerciements auxquels je m'associe, bien évidemment, pour moi, une politique handicap, c'est l'affaire de tous dans une institution. Ce n'est pas seulement la direction, les syndicats. Et il y a aussi le professionnel concerné qui doit être acteur aussi de son parcours. Et je pense que voilà, il faut qu'on soit dans une démarche collective. Si à un moment, il n'y a que la direction qui va vers cette démarche, que les syndicats, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que voilà, tous convergent vers effectivement une politique handicap structurée, parce que c'est ça qui sera garant de la solidité du dispositif pour les années qui viennent. Merci beaucoup à tous les deux de ces interventions et de ces conclusions. Est-ce que
parmi les participants, alors n'hésitez pas à rallumer vos caméras. Il y a des réactions, des questionnements, d'autres exemples de situations efficaces dans la mobilisation d'élus ou de direction. Moi, juste ce que je voulais dire, Madame Viguier, c'est des 31. C'est vrai que plus la collectivité est grosse, plus les strates entre moi qui suis sur le terrain, entre guillemets, et l'élu en charge du handicap sont nombreuses. Donc, c'est vrai que la montagne à gravir est élevée, mais j'ai confiance, ce genre de réunion, effectivement, donne de la motivation pour se rendre compte qu'on peut y arriver. Alors, avec plus ou moins de temps entre le moment où on a envie, où on est force de proposition et le moment où ça se met concrètement en place. Mais en tout cas, ça motive et je vous remercie pour ce genre de réunions qui sont motivantes en tout cas. C'est une excellente nouvelle, merci. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'apprêtait à intervenir, non? Il y a d'autres remarques, exemples, réactions peut-être, puisque M. Montanet me disait, des fois on entend des points de vue qui ne ressemblent pas à la façon dont on aborde les choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ou qui vous donnent envie de tenter différemment? Vous avez tous vos caméras fermées, je ne sais pas si vous êtes là. Il y avait tout à l'heure un mot dans le chat de Madame David. Une communication sur les recrutements ne pourrait-elle pas être une opportunité pour que la société en général ne voit plus le handicap avant tout en termes d'incapacité? Est-ce que vous pouvez nous préciser, Madame David, cette communication sur les recrutements? Oui, parce que j'ai écouté avec une grande attention ce que M. Montanet disait et je partage humblement son point de vue, c'est-à-dire la philosophie ou le concept, tout ce qui les notions conceptuelles vis-à-vis du handicap. Et je crois qu'il peut y avoir, peut-être, selon mon analyse, une mauvaise représentation du handicap et donc une attitude qui en découle ou un comportement involontaire, inconscient, là n'est pas la question, mais parce que tout le vocabulaire autour du handicap est quand même assez négatif. Il est toujours en creux. Et d'ailleurs, quand au niveau professionnel, je ne dis pas que c'est un réflexe des professionnels, hein, mais de voir le handicap comme une incapacité, une inaptitude, on est quand même, je veux dire, l'accompagnement, il est aussi tourné involontairement, là j'en ai pris conscience, quand on accompagne un personnel, on l'accompagne par rapport à ce qu'il ne peut pas faire. Vous voyez, c'est ça. Et donc, je me disais, là, voilà, le recrutement est finalement un pilier très essentiel au niveau de la politique du handicap. Peut-être tout autant, voire plus, que le maintien dans l'emploi, en ce qui concerne l'évolution de la philosophie et pour lever les barrières socioculturelles, parce qu'il y a des barrières socioculturelles au handicap qui sont ancrées par l'histoire. Bon, d'accord, il y a tout un parcours. Mais quand on participe à des recrutements, on ne voit plus la personne sous l'angle du handicap, sous l'angle de ses incapacités. On voit la personne sous l'angle de ses compétences, de tout ce qu'elle peut faire. Et là, presque par réflexe, on va rechercher le poste, l'environnement qui va lui convenir. La démarche, elle est quand même un peu différente, mais du coup, on a une autre approche et on peut faire évoluer les mentalités, peut-être davantage par l'axe du recrutement que par l'axe du maintien dans l'emploi. Et au niveau portage politique ou institutionnel, c'est peut-être de faire participer concrètement aussi. Alors, je ne sais pas si c'est réalisable, mais au niveau institutionnel, faire participer les directions au recrutement pour qu'ils le constatent par eux-mêmes. Voilà, et avoir cette autre
approche, cette autre démarche vis-à-vis d'une personne qui rencontre une situation de santé et que, en fait, c'est l'environnement dans lequel on va le placer qui va créer la situation de handicap. Et peut-être que les élus aussi, en participant au recrutement et à cette démarche, ça pourra contribuer à faire évoluer ces barrières socioculturelles. Enfin, je ne sais pas si on peut les dire comme ça, mais... Merci beaucoup. C'est fort intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, remarques, exemples après ces interventions? Non, vous approchez l'hypoglycémie. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas plus, s'il n'y a pas plus de réactions et d'interventions, on va pouvoir terminer.